Aujourd'hui, on a la chance de rencontrer, en fait, c'est ma deuxième occasion de rencontrer un auteur originaire d'ici, de la baie. Il s'agit d'Hervé Gagnon, auteur aussi historien, il faut le préciser. Hervé, bienvenue à l'émission. Ben merci une deuxième fois. Écoute, une deuxième fois, mais là, on a beaucoup de sujets à parler parce que depuis la dernière fois, il y a quand même pas mal de livres qui ont paru. J'ai été un vilain garçon aussi. Oui, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour la série en 4 tomes de Danné. C'est ça. D'ailleurs, que là, maintenant, les 4 tomes sont disponibles. Ah oui, elle Euh, vole de ses propres ailes. Ici, elle vient d'être refaite en format de poche. Alors, c'est beaucoup moins cher, c'est intéressant. Et en France, là, on est à la veille de sortir le dernier tome, le tome 4. Puis, écoute, ça roule à merveille partout dans la francophonie. Là, j'en reviens pas. Puis série qui a un grand succès, on doit le dire, parce que qui a été très appréciée par les lecteurs. Elle a été appréciée par l'auteur aussi. Par l'auteur, Honnêtement, là, l'auteur a aimé le décrire. C'est peut-être pour ça. Ouais. Ben, mais je pense que tu aimes écrire en général, parce que justement, tu nous es arrivé avec une nouvelle série qui s'intitule Vengeance. Pour l'instant, on a 2 tomes. Ben, c'est tout. C'est terminé. OK, bon, ben, qui est terminé. Et est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit exactement? Ben, Vengeance, en gros, c'est l'histoire d'un jeune professeur d'histoire qui se retrouve un beau matin, il est à Montréal en 1886, et il se retrouve un beau matin coincé dans une histoire complètement folle qui remonte pratiquement à la nuit des temps, qui remonte à l'époque de l'Ancien Testament. Et il doit à tout prix trouver quelque chose qui est caché à Montréal, dont il ne sait pas de quoi il s'agit, ni où ça se trouve, mais qui doit remettre avant une certaine date, faute de quoi sa blonde, sa fiancée, qui a été kidnappée, va être exécutée. Bon. Ça, en gros, c'est l'histoire. Dans les faits, c'est un roman à clé, c'est un roman historique à saveur, je dirais, ésotérique, à saveur un petit peu biblique aussi. Oui. Qui se déroule sur fond de Templiers et de franc-maçonnerie, en gros. C'est ça. Ouais. Un peu, je dirais, pour faire la comparaison, un peu comme Danné, petit volet spirituel, on parlait des Templiers aussi Davantage, dans ce cas-ci, un volet ésotérique, c'est-à-dire qu'il doit découvrir quelque chose de caché. On n'est pas dans le domaine de l'interrogation comme on l'était dans Danné, dans le domaine de l'introspection. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Danné, c'était 3 mois, c'était 3 ans et demi d'aventure, alors que là, écoute, on est dans 3 semaines. Les 2 tomes, en tout et pour tout, c'est 3 semaines. Et le dernier tome, c'est 3 jours. OK. C'est bon. Alors, ça roule à 100 000 à l'heure. Le pauvre Pierre, c'est pas ce qui arrive, il comprend pas. Mais il découvre un Montréal qu'il connaissait pas, avec des symboles un peu partout qu'il n'avait jamais remarqué, avec un Montréal souterrain dont il connaissait pas grand-chose, et qui n'existe pas nécessairement au complet, mais qui a existé par petits bouts. Oui, parce qu'il y a des histoires quand même. Ben moi, je fais toujours la même chose. Hein. Je ne change pas l'histoire, mais je remplis les vides. Je ne change jamais les faits. Ben, c'est ce qui est intéressant. Ouais. Tu pars d'éléments de l'histoire, puis de questionnements qui existent déjà la plupart du temps, puis tu tricotes autour de ça, puis tu nous amènes des histoires incroyables. Ben oui. Dans ce cas-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques ouvrages qui ont été publiés, là, un certain nombre d'années, là. Des ouvrages qui n'étaient pas nécessairement très bons, mais bon, pour aux yeux d'un historien, disons que c'était pas très valide. Là. Et qui prétendait que Montréal, que Ville-Marie, avait été, dans le fond, un paravent pour que les Templiers qui avaient été abolis en 1314 viennent s'établir, dans le fond, dans le Nouveau Monde. Hein? Fait que, dans le fond, la compagnie de Notre-Dame pour la conversion des sauvages de la Nouvelle-France, qui était la compagnie qui avait fondé Ville-Marie, aurait été rien qu'un paravent pour la mystérieuse compagnie du Saint-Sacrement, qui elle-même était rien que, dans le fond, un réseau templier, parce que tout le monde sait que les Templiers, en 1314, ils sont tous sauvés en Écosse. Hein? Ça, c'est ce que la littérature ésotérique raconte. Et que d'Écosse, ils ont par la suite, ils sont partis au Nouveau Monde vers 1398. Avec des histoires au Saguenay. Avec Henry Sinclair. Bon. Il y a même des gens en Estrie qui prétendent avoir trouvé des restes de campements templiers. Enfin, regarde. Ou que les Tremblay sont des descendants des Templiers. J'ai vu ça quelque part. Il y en a pour les fins, pour les fous, puis tous les autres aussi. Mais ça fait des bien bons romans. Oui. Alors, moi, je suis parti de ça. Je suis parti de l'idée que, pourquoi pas faire de Montréal une ville templière? Et quand j'ai commencé à jouer avec ça, j'avais déjà travaillé beaucoup sur l'histoire de Montréal. J'ai ressorti mes vieilles affaires, je n'ai acheté des nouvelles, j'ai regardé tout ça. Puis je me suis rendu compte que Paul de Chomédé était originaire de Champagne. Jeanne Mance était
originaire de Champagne, hein, de Langres en Champagne. Et le principal chef-lieu des Templiers, l'endroit d'où origine l'ordre des pauvres chevaliers du Christ et du Temple du roi Salomon, c'est la Champagne. Ils ont été fondés par le comte Hugues de Champagne. Et Hugues de Pin, le premier maître des Templiers, était le neveu d'Hugues de Champagne, et il venait d'où? De Champagne. De Champagne. Je dis, OK, on a ce qu'il faut. Puis je suis parti, carrément, je suis parti de là. J'ai dit, il y a des coïncidences qui arrivent comme ça, qui se produisent, qui font que tu sais que ton livre est dû. Bon. Puis on embarque dans ces histoires-là, puis on y croit. Ben, c'est le fun à écrire en tabarouette. C'est des versions crédibles. On a envie que ça soit vrai. T'sais. Bon, OK, ça, c'est autre chose. T'es pas le premier. Il y a bien des critiques qui ont dit on se prend à croire que ça pourrait être vrai, ce qui est généralement un signe de l'efficacité du récit. Exactement. Je le prends comme un compliment, mais non, mais je vous le dis, là, c'est faux. Tout est faux. Ou c'est faux, ou c'est un heureux hasard si c'est vrai, parce que ça sort de ton imagination. Tout ce Montréal souterrain n'existe pas, sauf le passage qui menait des Sulpiciens vers l'ancienne église Notre-Dame, qui était de l'autre côté de la rue, face à la basilique Notre-Dame, aujourd'hui à Montréal, sur ce qui est la place d'Armes maintenant. Ça, c'est vrai qu'il y avait un tunnel sous la rue. On l'aurait trouvé en 1903 en faisant de l'excavation. Bon. Alors, moi, je suis parti de ce tunnel-là, puis j'en ai greffé un autre. Il fallait le trouver, mais il y avait un petit symbole quelque part. Si tu voyais le symbole sur la pierre, tu étais correct, tu pouvais y aller. À partir de là, tu t'amuses. Puis bon, écoute, autant Dany est une saga, autant ça, c'est un Indiana Jones, dans le fond. Ouais. C'est un autre rythme complètement. Tu cours. Plus dans l'action. Écoute, moi, j'étais essoufflé en l'écrivant. À un moment donné, je m'arrêtais, puis je me rendais compte, j'avais le cœur qui débattait, puis j'étais essoufflé. Parce que dans ma tête, je courais comme le personnage. J'ai jamais vu quelqu'un courir autant sur des rues en pavé, moi. Bien, pour faire une comparaison, tu devais être essoufflé pour de vrai, parce que tu as sorti beaucoup de livres cette année, 2013. J'ai été un très mauvais garçon. Il y a beaucoup, 2012, 2013, même 2011, écoute. J'ai rien fait en 2012, j'ai rien sorti en 2012. Oui, c'est ça, donc les livres de 2012. Ben là, maintenant, tout le monde paye le prix. Vous m'avez retenu en 2012, maintenant. Non, on ne sait plus parler de là en 2013. Non, c'est un concours de circonstances. En 2012, Dany était encore tout neuf. Puis bon, tu veux le laisser vivre un peu. C'était l'idée de mon éditeur, en tout cas. Et puis finalement, ben regarde, ça n'a pas nécessairement été une mauvaise chose, ni une bonne. Moi, regarde, c'est pas mes décisions. Mais bon, moi, je continue à écrire, là. Alors, pendant que je sortais rien, moi, je travaillais furieusement. Non seulement j'ai dit ça, c'était déjà écrit quand 2012 a commencé. J'étais déjà là-dedans. Là, depuis ce temps-là, j'ai terminé le 2e tome de Maléfica. Je suis en train d'écrire autre chose. J'ai écrit mon petit jeunesse. Bon, on va poursuivre avec Maléfica, nouvelle série qu'on commence à retrouver sur les tablettes. Ça fait même pas une semaine. Ça fait même pas une semaine. Il s'agit de quoi avec Maléfica? Maléfica, c'est... écoute, c'est un peu du même rythme que Vengeance, c'est-à-dire que c'est... en les Anglais appellent ça un page-turner. Hein? Genre que tu tournes les pages bien vite. Même rythme à peu près, des chapitres pas très longs. Écoute, ça raconte en gros l'histoire d'une guérisseuse de village en France en 1639 qui est poursuivie par l'Inquisition, parce qu'ils veulent évidemment la faire rôtir au bûcher, et qui se retrouve être particulièrement poursuivie parce qu'elle a en sa possession un livre qui, semble-t-il, détiendrait la clé qui prouverait que le roi de France actuel n'est pas légitime. Bon. Le cardinal de Richelieu, évidemment, n'aime pas la chose. Il apprécie guère qu'on mette en péril le trône de France. Alors, elle a aussi des mousquetaires au derrière, ce qui est jamais très plaisant. Bon, c'est pas d'Artagnan, là, c'est le comte de Tréville, qui a vraiment existé, qui était le capitaine-lieutenant des mousquetaires du roi Louis XIII. Fait qu'encore une fois, des références historiques. Et lui, et Tréville, je l'aime beaucoup, j'ai fait beaucoup de choses avec, c'est vraiment un beau personnage, je l'aime beaucoup. Et elle est en compagnie de sa fille et d'un hors-la-loi qui, lui, s'est fâché parce qu'un collecteur d'impôts avait violé sa femme et sa fille et puis qu'il lui a fait son affaire. Mais il se trouve que le collecteur d'impôts était le frère du prévôt de justice. Alors lui, il a toute la justice du comté au derrière. Alors ils se sauvent ensemble. Essentiellement, ils joignent leur malheur puis ils essaient de survivre. Fait que là, on est dans une poursuite. Bien là, tu es dans une poursuite d'une part, puis d'autre part, tu es aussi dans un roman à clé parce que... tous les historiens savent qu'on ne sait pas comment la lignée des Mérovingiens s'est terminée. Hein? Celle qui a précédé les Carolingiens, Charlemagne et compagnie, bon, Pépin le Bref, Pépin le Gros, tout ça, là. Donc, on sait que attends, c'est au 8e siècle, je crois, Kildéric III, le dernier des rois chevelus, a été mis au monastère, puis on en perd la trace. À partir de là, évidemment, toutes
les spéculations les plus folles ont été élaborées. Entre autres choses, il y a des gens qui ont même prétendu que les Mérovingiens étaient porteurs du sang du Christ. Oui. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le Da Vinci Code. Hein? C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans le Da Vinci Code. Et alors moi, je me suis amusé avec ça. Je me suis amusé avec l'idée que, dans le fond, dans ce livre-là, il y a un secret. Il y a la preuve que le type en question a été assassiné, puis on sait par qui, puis on sait qui a usurpé le trône, etc. Alors, c'est comment tu le découvres, où tu vas le trouver. Et puis là, c'est toujours la même course à obstacles, la même course au symbole, puis la même course au reposoir et, dans le fond, à la voûte secrète, là, tu sais. Moi, je m'amuse à faire des trucs comme ça. J'essaie d'écrire les livres que j'aime lire, tu sais. Ouais, fait que ça va être en 3 tomes. Ça devait être en 2, mais je m'étais laissé une porte de sortie à la fin du 2. Je m'en étais pas rendu compte. Et à un moment donné, j'ai dit, tiens, je vais faire un Ken Follett de moi-même. Il y a moyen de sauter une génération, puis de prendre la petite, puis la remettre en action 20 ans plus tard. Et mon éditeur a dit, oui, oui, oui. Alors, on a signé le contrat, puis là, il faut que je le fasse. Et ce qui est original là-dedans, c'est que j'ai une très bonne amie. D'ailleurs, je lui ai dédicacé le livre. Mon personnage principal est une femme. J'avais jamais écrit une femme, à part Hermeline dans l'histoire de Nergal. Mais là, c'était autre chose. C'était plus enfantin un peu. Et je voulais pas qu'on me dise, ouais, ta fille, regarde, j'étais un gars, là. Et puis c'est bien connu que les femmes, on les comprend pas. Hein, bon. Alors, j'ai une bonne chum, Annie Desjardins, puis j'ai dit à Annie, je dis, regarde, j'aurais le goût de te prendre comme personnage. Elle est un peu sorcière sur les bords, elle célèbre l'équinoxe d'automne, l'équinoxe de printemps, puis les solstices, là, tu sais, bon. Proche de la nature. Elle a les cheveux rouges, puis elle fait des reconstitutions médiévales, puis elle swing l'épée sur la canisse des chevaliers, là, bon. Alors, je dis, regarde, on va... J'ai proposé ça, on va te prendre comme personnage. Alors, le personnage principal s'appelle, tiens-toi bien, Anneline Dujardin, pour Annie Desjardins. Et physiquement, c'est elle. Émotivement, c'est elle. Intellectuellement, c'est elle. Puis à chaque chapitre, j'envoyais ça à Annie, je dis, commente. Elle me revenait, elle disait, bon, là, écoute, elle ne choque pas assez, moi, je me choquerais plus que ça. Ou, non, écoute, non, regarde, c'est pas une bonne attitude, il faut réagir comme ça. Et là, je réajustais mon personnage en fonction de ce qu'elle me disait. Alors, personne ne me dit jamais que mon personnage n'est pas réaliste. C'est vrai. Elle existe, est vrai. c'est ça. Je peux vous présenter mon personnage. C'est un bel hommage pour cette femme-là. C'est incroyable de se retrouver. Elle a lu 1000 pages, parce qu'elle s'en est pas rendu compte. Elle a tripé, puis moi aussi, parce que ça m'a permis... J'ai écrit autrement, complètement autrement. Ça a été une expérience d'écriture absolument inédite pour moi. Là. Fait que tu te réinventes à chaque série, à chaque roman. Ça permet de le faire autrement. Je ne sais pas si je vais réinventer le style, mais écoute, une chose qui est sûre, c'est que les personnages de femmes sont très forts. Puis ça, j'ai trouvé ça le fun. Tu sais, moi, j'étais habitué d'avoir un chevalier qui swing l'épée ou un gars qui a la fuse courte, puis le point va vite, là, tu sais. Puis là, c'était pas ça, là. Là, il fallait des réactions de femmes, puis c'est les réactions de la femme qui dictaient. Puis son compagnon de route, François Morin, qui est par ailleurs un très beau personnage, je l'ai fait volontairement très silencieux, très célébré, il parle pas beaucoup. Tu sais, c'est des monosyllabes, c'est des courtes phrases. Ce qui n'est pas mon genre quand j'écris. Fait que je voulais que la fille ait toute la place. C'est ça qui... Puis la relation entre la fille et la femme et sa fille est belle aussi. Fait que lui, il est vraiment en retrait. Il est important, mais pas parce qu'il dit. C'est ses gestes, c'est son courage, c'est son espèce de désillusion aussi. Il ne croit plus à rien, tu sais, il a tout perdu. Puis il sait qu'il risque de ne pas vivre. Là, ils vont me rattraper, c'est sûr, mais je vais essayer de t'aider en attendant. Puis bon... Fait que ça fait une dynamique qui est très différente. On me dit que c'est bien bon. Regarde, je ne sais pas, moi, je suis le pire juge. Bien, j'en doute pas, j'ai pas encore eu la chance. Ah, mais tu vas aimer Anneline. Mais, je te la présenterai. Si tu veux, si t'es célibataire, je peux te la présenter à lui aussi. Non, je suis pas célibataire. OK, bon. OK. Mais je suis à peu près certain parce que jusqu'à maintenant, j'apprécie beaucoup. T'as même vu sa romans. Photo sur ma page Facebook? Oui, je l'ai mis en photo. J'ai dit à mes lecteurs, je vous présente Anneline Dujardin, puis c'est les photos d'Annie qui sont là. Parce que j'ai vu d'autres photos aussi que tu as mis sur Facebook. Oui, il y en a des moins réjouissantes un peu. Ouais. On aura l'occasion d'en parler à un autre moment. On peut le dire parce que les gens vont être curieux. C'est parce que je m'amuse à mettre des photos des victimes de Jack l'Éventreur sur ma page Facebook parce que je suis en train de terminer un roman, tout simplement, un roman policier à Montréal en 1891 qui se déroule justement autour de Jack l'Éventreur. Donc, 2 ans après ses sévices à Londres. Parce que, exactement. Ouais. Fait qu'avec Vengeance puis ton roman sur Jack l'Éventreur, tu ramènes des mystères européens chez nous, à quelque part. Bien, quelque part, je me dis, écoute, on campe toujours ces histoires-là à Paris, à Rome, à Venise, à Florence, à Washington.
Regarde, on peut-tu mener faire quelque chose d'intéressant chez nous des fois, là? Bon, évidemment, le problème avec ça, c'est que c'est sûr que c'est moins exportable. Mon éditeur français qui a acheté Damné a lu Vengeance, puis il dit oui, je le veux. Mais il dit après. Il faut d'abord que les Français s'habituent à toi. Il dit pour qu'éventuellement, le fait que ça soit à Montréal ne les dérange pas. Ah, non, je n'avais pas pensé à ça. Alors, quand tu fais quelque chose de local, tu sais que tu vas t'exporter peut-être moins facilement au départ. Je pense que je suis arrivé au point là où mon éditeur va probablement plus tellement s'en préoccuper. C'est ça. Tu sais, parce qu'il va dire, bon, ben regarde, là, sont nouveaux, puis je pense que les Français vont être bien contents de Et tu l'avoir. vas faire découvrir le Québec à certaines personnes d'Europe. Ben, je fais découvrir le Québec au 19e. Je ne suis pas sûr que ça va changer grand-chose sur la fréquentation touristique actuelle, là, mais... Ben, mais peut-être. Tu sais, bon, mais bon, écoute, il reste que même les Québécois ne connaissent pas leur 19e. Les Montréalais ont lu ça, et les premiers commentaires que j'ai eus, c'était-tu vraiment tout là, ça? Oui, oui, la Grande Loge maçonnique du Québec était là, au coin de Notre-Dame puis de la Place d'Armes, oui. Et puis, oui, telle affaire était bien là, puis telle affaire était bien là. Puis, tu sais, les gens réalisent pas, là. Et c'est ce qui rend tout ça crédible aussi, c'est qu'on part de vrais éléments, puis c'est les mystères. C'est dans le mystère que tu vas écrire. Je m'amuse toujours à tisser des choses sous-jacentes à mes récits. Tu vois, dans Vengeance, par exemple, la Grande Loge du Québec, elle est au coin, comme je l'ai dit, de Notre-Dame et de la Place d'Armes, juste en face de chez les Sulpiciens. Qui avait vendu le terrain aux francs-maçons? Les Sulpiciens. Et je place mon personnage comme professeur au Collège de Montréal, juste en face d'où est la Grande Loge du Québec aujourd'hui, sur Sherbrooke, au coin de Saint-Marc. Et qui a vendu le terrain aux francs-maçons pour la Grande Loge actuelle? Les Sulpiciens, juste à côté. Ça fait que tu vas vraiment chercher ces éléments-là. Il y a là un mystère que je n'ai pas résolu. Comment se fait-il que les Sulpiciens et les francs-maçons ont toujours fait de si bonnes affaires alors que l'un passait son temps à excommunier l'autre? Ça m'intrigue, ça. Ça ressort des vrais éléments de mystère, des nouveaux même. Mais ça, je vais le fouiller. Je vais faire de quoi avec ça un jour? Les Sulpiciens et les francs-maçons, je vais faire de quoi avec ça? Fait que des nouvelles séries à venir en plusieurs tomes. On va terminer avec... On termine dessus? Ouais. Oui, on a déjà dépassé amplement notre temps. Tu nous reviens avec un nouveau livre jeunesse. Oui. En fait, tu reviens comme à tes débuts, parce que si on se rappelle, ton premier roman, tu l'avais écrit pour ton fils, qui voulait une histoire. Donc, tu nous arrives avec le talisman. Ah non, c'était bien avant. Le Nergal, c'est bien après. Mais par la suite, je veux dire, Mon dernier jeunesse, c'est le talisman de Nergal en 2009. Le dernier talisman de Nergal est sorti en 2009. Et là, on revient avec un roman jeunesse en un seul tome. Oh oui, c'est rien qu'une petite affaire, mais c'est une bonne petite affaire. Moi, je l'aime bien gros, là. C'est dans le fond, c'est le dernier de ce que j'ai appelé mon cycle du Château Ramsay. Okay. Château Ramsay, c'était la demeure du gouverneur Claude de Ramsay à Montréal, qui a été construite en 1706, et qui est encore debout, qui est un musée, qui est devant l'Hôtel de Ville sur la rue Notre-Dame aujourd'hui. Il y a encore une fois un truc méconnu. Oui, et je me suis amusé à écrire 3 livres qui se déroulent dans le Château Ramsay à 3 moments différents. Alors, le premier, c'était Fils de sorcière, qui se déroulait en 1745, à l'époque où le Château Ramsay était l'entrepôt de la Compagnie des Indes. OK? Le deuxième, c'était Complot au musée, qui se déroulait en 1895, à la veille de la fondation du musée dans le château par la Société d'archéologie et de numismatique de Montréal. J'ai fait tourner ça autour de l'enlèvement du juge Louis-François-Georges Baby, le président de la Société, juste à la veille de l'inauguration. Bon. Et il m'en manquait un dernier, puis je voulais le faire sur l'époque où on a construit le château en 1706, pour mettre en valeur, dans le fond, premièrement, la bâtisse et son histoire. Deuxièmement, Montréal au 18e, au tout début 18e, quand c'était encore sale puis malodorant, là. Et petit, très petit aussi. Et surtout, mettre en évidence M. le gouverneur et sa femme, puis la vie de la noblesse, puis les domestiques et tout ça. Et il se trouve que le gouverneur de Ramsay avait racheté des Mohawks. Un jeune prisonnier d'une colonie anglaise en Nouvelle-Angleterre, il avait été enlevé à Groton. Sa famille avait été massacrée. Et bon, lui, il l'avait gardé, il l'avait adopté. Et il s'appelait Matthias Farnsworth. Et lorsqu'il l'a acheté, il l'a racheté pour le sauver de là, il l'a fait baptiser. Et il a francisé son nom, puis il est devenu Claude Mathias Faneuf. Et c'était le premier Faneuf au Québec. Tous les Faneuf pensaient qu'il était d'ascendance française, non? Ils descendent d'un jeune Anglais qui a été enlevé par les Mohawks dans une colonie britannique. Bon. Et je l'ai mis comme personnage principal parce que c'était intéressant à mort. Il y a eu 3 vies en 2 ans.
Il s'est appelé Matthias Farnsworth, puis il était anglais. Ensuite, il a été Mohawk pendant 2 ans, je ne sais pas quel était son nom. Puis ensuite, il est devenu Mathias Faneuf, puis il était catholique, puis il fallait qu'il apprenne le français. Bon, tu sais, c'est un beau personnage, puis il a vraiment existé, on ne sait pas trop ce qui est arrivé. J'ai rempli les trous. Et là, j'ai fait un beau mystère autour de... un beau polar autour d'une somme de 1000 écus d'or qui serait... Un peu la même démarche. Qui est cachée quelque part, puis qu'il faut à tout prix trouver avant que les méchants la trouvent, tu sais. Et là, on parle d'un roman jeunesse, mais Ouais. c'est un roman pour tous, on s'entend. Écoute, moi, la différence entre la jeunesse puis, j'allais dire l'adulte, mais le pour tous, dans le fond, disons-le comme ça. Parce que, regarde, moi, je pense qu'un jeune de 14 ans peut très bien lire ça. Là, Oui, tu oui, sais. Je suis pas sûr qu'un adulte va nécessairement aimer autant lire un jeunesse. Je pense que la différence en est une d'ampleur, tout simplement. Moi, dans mon cas, c'est pas du vocabulaire, c'est pas de la complexité. C'est que je garde peut-être le récit plus court, plus simple, parce que je suis bien conscient que je m'adresse à des lecteurs de 12, 13, 14 ans qui sont peut-être pas toujours des bons lecteurs, qui sont peut-être des lecteurs moyens, et j'aimerais bien qu'ils finissent. Donc, c'est Pour peut-être passer le au livre- suivant, tu comprends? Ouais. C'est Tu peut-être sais? le livre qui va donner la piqûre, justement, aux jeunes. J'étais dans une classe, j'ai vu 2 classes ce matin à l'école Sainte-Bernadette à Jonquière. Des beaux jeunes allumés, c'était le fun à mort. Et ils avaient seulement lu les 2 premiers chapitres parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup de temps. Ils ont reçu seulement lundi. Bon, écoute. Et la première chose qu'ils m'ont demandé, c'est-tu rough de même tout le long? Parce que dans mon prologue, moi, je raconte comment le petit Farnsworth a été enlevé. Alors, regarde, sa famille, elle a été égorgée puis scalpée, là, tu sais. Je peux pas le dire, je suis historien, c'est ma job. Moi, dans ma tête, ça, Mais c'est tu le dis d'une autre normal. façon Non. que tu le... Non? Non, on égorge. Il n'y a pas 50 façons d'égorger. Non, c'est... Tu commences dis de là, même, non. tu vas par là, Ouais, tu finis c'est- là. Tu sais, bon. Puis là, ben, ça pisse. C'est comme ça. Alors, tu sais, t'as pas d'autre moyen de le décrire que ça. Mais je m'auto-censure pas parce que je me dis, si je me mets à me faire de la censure, je fais pas mon travail. Par contre, là où je m'arrête, c'est que j'en invente pas de plus. Tu sais? Alors, je voyais que les jeunes, ça les avait frappés ce matin. Là, puis même les 2 enseignantes m'ont dit, c'est dur hein, quand même. Je dis, oui, mais vous allez voir pourquoi. C'est pas pour rien que c'est là. Il y a une raison pour laquelle c'est là, puis c'est comme ça. Puis bon, j'ai cette habitude de faire des bons romans policiers pour des jeunes de 12, 13, 14 ans qui sont pas simples. Parce que je prends pas les jeunes pour des crétins. C'est pas des imbéciles, là. J'ai un directeur de maîtrise qui me dit un jour, oublie jamais que tu n'écris pas pour des imbéciles, tu écris pour des gens qui ne savent pas de quoi tu parles. Ouais. Et j'ai jamais oublié ça. Puis même quand c'est un enfant de 12, 13, 14 ans, quand c'est un ado, c'est pas un imbécile, c'est quelqu'un qui ne sait pas, c'est tout. Il demande rien que ça, de savoir. Moi, je lui dis. Ben, c'est vraiment une belle façon de voir la chose, puis d'entamer un roman, écoute, parce que c'est quand même incroyable. Je suggère à tout le monde tes romans. La série d'années où j'en étais fou, je suis tombé dedans. C'est que, tu sais, quand un livre qu'on n'est pas capable d'arrêter, là, Ouais, je ben, sais. c'est ça qu'on retrouve avec ta littérature. Des histoires on est déçu quand le livre est fini, on en veut plus toujours et C'est toujours. peut-être parce que j'ai tellement de fun à les écrire. Si tu me voyais, là, à un moment donné, quand j'en trouve une bonne, là, littéralement, là, je m'arrête, puis là, je me frotte les mains, puis je glousse, là, tu sais, je glousse de plaisir. Hey, je viens des avoir. Là, je suis content dans ce temps-là. Puis des fois, ma fille habite avec moi, puis elle m'entend glousser, puis elle me crie « T'en as trouvé une bonne, là? » Ouais, j'en ai trouvé une bonne. Puis là, je continue à écrire. Puis là, tu sais, écoute, je fais du vélo. J'ai fait 2500 km de vélo cet été. Puis j'ai toujours mon téléphone dans ma poche avec une fonction dictaphone. Puis en pédalant, je dicte des chapitres au complet des fois. Je chapitre le téléphone, je ne sais pas combien de fois, il faut que je le change. Tu sais, mais regarde, je reviens à la maison, puis j'ai des chapitres complets de réglés, j'ai des problèmes de dénouer. Fait Honnêtement, que t'es toujours en mode écriture. lui, là, il a été écrit en bicycle. OK. Il a été écrit en vélo. D'où la poursuite qu'on retrouve. Ah non, c'est... Ah oui, c'est dans lui. Ah non, mais il y a toujours des poursuites. Il y a tout- Écoute, Hervé, on va arrêter là parce que ça finira plus. On pourrait parler pendant des heures. Merci d'être venu nous voir à nouveau. Quand tu es de passage à la baie, tu es le bienvenu. De toute façon, parti comme c'est là, il y a toujours au moins un nouveau livre. Ah, il y en a certainement à d'autres parler. encore l'année prochaine. Oui, Il n'y a c'est aucun ça. doute. Ah ouais. On aura l'occasion de les présenter l'an prochain. Merci de ton passage, puis je te souhaite une continuité pour ton succès. Ça me fait plaisir de poursuivre la tradition de ce studio. Ben, merci Plusieurs fois que je viens ici, moi. beaucoup. Merci, Hervé. Bonne Bye-bye. journée. Merci.